Alors que l'homme joue sans cesse avec sa nature profonde et tente de trouver des moyens différents de se reproduire, eh bien, il est intéressant de savoir que dans la nature, justement, 5 des espèces vivantes ont choisi de se reproduire selon une méthode alternative, à mes yeux, qu'on appelle la reproduction asexuée. Hein? Oui. On parle bien de reproduction ici, et non pas, comme je disais tantôt, d'accouplement ou de rapport. Chantal, bonjour. Bonjour. Bienvenue à la Revanche des Nerds. Merci. Qu'est-ce qu'une reproduction asexuée? Donc, pour la définir simplement, ça serait une reproduction qui ne requiert pas de partenaire sexuel. Le plus souvent, c'est donc une femelle qui produit un œuf qu'elle va soit féconder elle-même ou elle le produit déjà complet. Je peux peut-être expliquer, dans le fond, la reproduction, c'est simple. Normalement, c'est un lot de chromosomes sexuels, un jeu de chromosomes mâles avec un jeu de chromosomes femelles qu'on combine pour faire un organisme complet. Chez l'humain, c'est l'ovule qui rencontre le spermatozoïde. Chez les plantes, il peut exister la fleur femelle qui contient un œuf qui sera fécondé par le pollen qui va venir tomber dedans et apporter les cellules mâles. Mais dans la nature, il y a plusieurs exemples de reproduction sexuée. Par exemple, les gens ont sûrement déjà vu les plantes araignées qui font des bébés plantes araignées. Ça se fait tout seul, il n'y a pas besoin de partenaire sexuel. La plante, de départ, produit des bébés par un phénomène de reproduction qu'on appelle végétative. Donc, finalement, quand il n'y a pas d'accouplement, c'est là qu'on parle d'une reproduction asexuée. Oui, tout à fait. Oui. Est-ce que ça existe, ça, chez les mammifères? Non, malheureusement, c'est impossible chez les mammifères. Ah, impossible? On ne l'a pas rencontré encore d'exemple dans la nature où c'est possible naturellement. En fait, on essaie de déjouer un peu la nature en faisant des fécondations in vitro. Oui. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Mais dans le fond, dans les exemples naturels, il y a des animaux qui le font. Mais ce sont des animaux qu'on dit moins évolués. Par exemple, les reptiles, les poissons, les amphibiens. Ils vont avoir des modes de reproduction qu'on dit asexués. Exemple. Est-ce qu'on sait pourquoi? Bien, il y a certains avantages à la reproduction sexuée. On en voit un exemple, excusez-moi, là, ça c'est un lézard. Bien, par exemple, les lézards queue de fouet, c'est des lézards qui sont tous femelles. Et la femelle n'a pas besoin de mâle pour avoir des descendants. Donc, c'est beaucoup plus efficace. Il y a moins de gaspille de temps et d'énergie à trouver le partenaire. Moins de trouble! Ben oui, on peut coloniser un milieu complet de cette façon-là. Donc, est-ce que je devine, là, par contre, que ça ne donne qu'une descendance femelle ou féminine? Oui, habituellement, effectivement, c'est le cas. Puisque, généralement, c'est le mâle qui apporte le chromosome mâle et qui permet de développer un mâle. Si c'est la femelle qui s'auto-féconde, elle féconde elle-même avec ses propres chromosomes qui vont donner naissance à des femelles. J'ai entendu un pourquoi, là, tout à l'heure. C'était donc... Est-ce qu'il y a un avantage? Ça va plus vite? Ça va plus vite. Quand il y a beaucoup de ressources dans le milieu, l'avantage, c'est d'envahir l'espace et puis voilà, on fait le plus de descendants possible. Mais il y a un désavantage à ça. C'est qu'effectivement, si c'est de l'autofécondation, si le partenaire n'est pas nécessaire, ça donne des clones, des individus tous génétiquement identiques. Parce que ça, c'est du clonage à l'état naturel, finalement. Exactement. C'est un clonage naturel. Et quel serait le problème d'avoir le même bagage génétique qui se perpétue de génération en génération? Bien, il y a le fait que s'il y a un défaut, une faille ou une vulnérabilité à une maladie quelconque, ce défaut-là est uniformément répandu. Et donc, toute la population peut mourir d'extinction face à un virus ou une maladie pour laquelle il serait vulnérable. OK. Mais il y a aussi le fait que les individus qui font de la reproduction sexuée peuvent faire ce qu'on appelle la recombinaison. Quand ils ont un défaut génétique, le fait de combiner un jeu de chromosomes qui vient d'un autre partenaire et qui ne possède pas ce défaut leur permet de réorganiser l'information génétique pour finalement être en santé malgré tout. Tout fonctionne par lot de chromosomes, on l'a dit, par des gènes. Donc, je peux donner un exemple. Si l'information génétique dit, par exemple, cette phrase est on comprend rien. Bon. Et si on dit nous est correct, on combine les deux informations et ça donne cette phrase est correcte. On arrive à retrouver une information complète en recombinant des petits bouts d'informations génétiques qui sont correctes. C'est ça la reproduction sexuée, dans le fond. OK, donc la diversité génétique, c'est un grand bienfait, finalement. C'est un grand bienfait parce que ça permet de s'adapter à différentes situations. Et en fait, c'est ce qui se passe dans la nature. C'est pourquoi
reproduction sexuée est si répandue? Parce que justement, au cours de l'évolution, ont été probablement éliminées beaucoup de populations qui se reproduisaient de façon asexuée parce que vulnérables à un agent qui les a tous exterminés. Est-ce qu'on a donc des indices à savoir pourquoi encore aujourd'hui, il y a quelques espèces qui continuent dans cette veine-là? Ben oui, mais on pourrait dire que dans le fond, ils ont eu la chance de ne pas rencontrer l'agent éliminateur. Ah, ce serait aussi simple que ça. Ben oui. Mais par contre... Parce que nous, on ne pourrait pas s'en passer. Non, on ne pourrait pas s'en passer, bien sûr. Mais même chez les populations qui sont asexuées, ils ne s'en passent pas vraiment non plus. Le petit lézard qu'on a vu tout à l'heure, c'est des femelles, d'accord, mais les femelles, pour ovuler, ont besoin d'une stimulation, d'un accouplement, en fait, d'une simulation d'accouplement. Un lézard femelle va monter sur le dos de l'autre femelle et va simuler l'accouplement sexuel. Et la femelle, alors, va se mettre à ovuler et va avoir des descendants. OK. Et ce qui est drôle, c'est que la partenaire qui a joué le rôle de femelle, quand elle est dans son cycle où elle ovule, elle joue le rôle de femelle, mais quand son ovulation est finie, après avoir eu ses œufs, elle va jouer le rôle de mâle pour une autre femelle, qui, elle, est au moment de l'ovulation. Vous n'êtes pas loin de l'autosuffisance, si j'ai bien compris, parce qu'on ne deviendrait que des excitants. Là, oui, mais donc, c'est quand même... Tant qu'à ça, excitez-vous entre vous autres, finalement. Ben oui, puis d'ailleurs, un petit lézard tout seul a beaucoup moins de facilité à donner des descendants que quand on les combine, même si c'est deux femelles. Alors, c'est surprenant. En terminant, j'aimerais juste savoir la pertinence de faire des recherches dans ce domaine-là, d'étudier ces lézards-là, ces pucerons aussi, parce qu'il y a des pucerons qui font la même chose. Bien, c'est sûr que si on rapporte ça à l'humain, il y a l'idée d'assister la reproduction pour peut-être des couples qui ne pourraient pas autrement. En fait, si on parle, par exemple, deux femmes qui voudraient avoir un enfant ou deux hommes qui voudraient avoir un enfant, pour eux, ça serait intéressant de pouvoir contourner les mécanismes sexuels. Et il y a une chercheuse australienne, d'ailleurs, qui, cet été, a essayé de féconder des œufs, des ovules de souris avec des cellules qu'on appelle somatiques, des cellules du corps. Donc, ça pourrait être des cellules d'un adulte mâle ou femelle, dont elle enlève la moitié des chromosomes pour le combiner à l'ovule d'une souris. Puis est-ce que ça a marché? Ça a fonctionné pour la fécondation. Cela dit, c'est pas tout, parce qu'effectivement, il faut voir si ça peut donner un embryon qui se développe. Alors, les recherches en sont là. On se laisse là-dessus. À demain.